si ma conjointe ou moi est endettés, devons-nous faire un contrat de mariage avant de nous marier? Alors, avant de vous répondre, je vous indique juste en préambule que l'article 220 du Code civil instaure une solidarité des époux pour une dette contractée par l'un d'eux, mais pas pour tout, c'est uniquement pour les dépenses qui concernent les enfants et l'entretien du ménage. Il n'y a pas de solidarité pour les coups de folie ou pour les achats à crédit, sauf sous certaines conditions. Je ne m'étendrai pas davantage sur l'article 220 car je consacre une autre vidéo aux dettes dans le couple. Cela étant dit, il convient également de rappeler d'abord qu'il existe plusieurs régimes matrimoniaux et pas seulement la communauté qui est le régime légal et la séparation de biens. On peut d'ailleurs être sous le régime de la communauté tout en allant voir le notaire pour faire un contrat qui va faire en sorte que chacun peut, par exemple, récupérer telle ou telle chose avant le partage. Par exemple, si monsieur veut récupérer sa collection de vieilles cassettes VHS et madame sa collection de vieux vinyles, en cas de dissolution du régime matrimonial, donc de divorce principalement, eh bien, on peut prévoir par contrat de mariage que tout en restant sous le régime de la communauté, l'un pourra récupérer, avec ou sans indemnisation de l'autre, un certain nombre de choses qu'il pourra donc retirer de la communauté avant le partage. Ça veut dire que les régimes matrimoniaux, c'est pas le menu, c'est plutôt la carte. Le régime le plus usuel, c'est celui de la communauté réduite aux acquêts. C'est le régime légal auquel on est soumis quand on ne fait aucun contrat de mariage. Ça veut dire que ce que l'on avait déjà avant de se marier reste bien propre et ce que l'on acquiert, ce que l'on achète entre dans la communauté, peu importe que la facture soit au nom de l'un ou de l'autre. Par contre, ce que l'on hérite n'entre pas dans la communauté. Ça reste un bien propre, sauf si on précise lorsque l'on achète quelque chose, c'est surtout vrai pour un bien immobilier, qu'il s'agit du remploi de fonds propres, auquel cas ça ne tombera pas en communauté. Il y a également, juste pour information, le régime de la communauté universelle. Sous ce régime-là, eh bien, tout tombe en communauté. Le passé, le présent, le futur, tout appartient aux deux. Et à ce moment-là, c'est vraiment pas le régime matrimonial auquel il faut souscrire si on veut échapper aux dettes du conjoint. Le régime de la communauté universelle avait un intérêt particulier à l'époque où il y avait des droits de succession entre époux. Ils ont, pour le moment, été abrogés. On ne sait pas combien de temps ça durera. Le principal impact de ce régime de la communauté universelle, c'est qu'avec une clause d'attribution, il n'y a pas d'ouverture de succession au décès du premier des deux conjoints. C'est-à-dire l'autre se retrouve automatiquement propriétaire de la totalité, mais ça a évidemment des inconvénients pour les enfants. Bon, je ne dirai pas plus loin sur ça, il faudrait consulter un notaire qui pourra vous donner tous les détails et surtout adapter son conseil à la spécificité de chaque situation. Il y a aussi la séparation de biens. La séparation de biens, comme on a dit, l'article 220 du Code civil s'applique quand même. Ça veut dire que même si on est en séparation de biens, les dettes de la cantine, de scolaire, si elles ne sont pas payées, peu importe que ce soit au nom de l'un ou de l'autre, on pourra se retourner contre l'autre. La séparation de biens, oui, ça peut être utile dans certaines hypothèses, mais là aussi, il faut voir le notaire, la plus fréquente étant que lorsque l'autre conjoint a une activité commerciale, on peut opter pour ce régime-là et on peut même changer de régime pour opter pour la séparation de biens si on ne l'a pas fait au moment du mariage. Nous avons dit que les régimes matrimoniaux, c'est pas le menu, c'est à la carte, donc on peut encore prévoir d'autres choses. Et il y a un régime qui est très intéressant, certes là c'est un menu puisqu'il est prévu expressément sous cet angle-là, c'est le régime de la participation aux acquêts. Alors, moi je ne suis pas notaire, je ne suis pas spécialiste du patrimoine, mais j'ai découvert ça un petit peu par hasard, lorsque un voisin de palier musicien m'a dit qu'il avait été marié et qu'il lui devait une importante pension alimentaire, un reliquat de pension alimentaire. Alors on peut dire le vilain ne payait pas sa pension alimentaire, et c'est très grave, sauf que les musiciens, il y a quelques vedettes qui gagnent beaucoup d'argent, et puis il y a les intermittents du spectacle qui galèrent pour réussir à s'en sortir, même si effectivement ce régime est plus protecteur en France qu'il ne l'est dans aucun autre pays, mais ça c'est un autre débat. En tout cas, il ne roulait pas sur l'or
Et le problème des artistes, c'est souvent qu'ils ont une phobie administrative. On avait même un ministre du budget qui avait une phobie administrative. Alors que dire des artistes? Eux et les papiers, c'est deux choses. Et l'idée qu'ils pouvaient faire une procédure judiciaire devant le juge aux affaires familiales pour suspendre la pension alimentaire ne lui serait même pas venue. Alors que, véritablement, s'il avait fait la démarche, il aurait sans doute obtenu au moins une forte réduction, si ce n'est une suspension de son obligation de payer la pension alimentaire. Bon, il ne l'a pas fait, elle était due, et donc la question était, est-ce que l'épouse peut le poursuivre sur les biens communs au cas où il referait sa vie, ce qui était son intention. Donc il allait se marier. Et donc là, on a un peu passé en revue les différents régimes matrimoniaux. Bon, alors je lui ai dit, bah écoute, régime de la communauté, c'est pas bon, parce que même s'il y a une protection, ça aussi on le voit dans une autre vidéo, dans certains cas, notamment lorsque la dette de l'un des deux a pour origine un emprunt ou un cautionnement, mais là c'est pas un emprunt ou un cautionnement, c'est une ardoise, si on peut dire, de pension alimentaire. Donc là, le principe est, l'article 1413, oui, enfin du Code civil, oui, si l'un des époux a une dette, eh ben, on peut poursuivre sur les biens communs le recouvrement de cette créance vue du côté du créancier, de cette dette vue du côté du débiteur. Donc, on exclut le régime de la communauté. Donc, je lui dis, bah, écoute, tu peux te marier, tu fais un contrat de mariage, régime de la séparation de biens. Et il me dit, oh là là là, jamais, jamais. Mais pourquoi? Parce que si jamais, il a peut-être retenu la leçon de sa précédente union, si la nouvelle épouse part, si elle divorce, si le régime matrimonial est dissous, eh ben tout est à son nom. C'était l'idée, on met tout à son nom, comme ça on ne peut pas poursuivre ses biens à elle, ça c'est vrai, sauf qu'en cas de dissolution, on met tout à son nom, on se sépare, on divorce, et ben c'est elle qui récupère tout. Ah, pas une bonne solution. Donc nous avons trouvé la manière d'avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est le régime de la participation aux acquets. Alors la formule, l'article apparaît à l'écran, mais pour résumer, ça veut dire que quand on est marié, eh ben, c'est du chacun pour soi, on est sous le régime de la séparation, donc on met tous les biens qu'on va acquérir au nom de madame, de la nouvelle épouse, mais en cas de dissolution du régime matrimonial, on remet tout dans le pot commun et on partage. Donc c'est une manière d'être en séparation et de protéger les biens qu'on met au nom du nouveau conjoint, mais en cas de dissolution, on a quand même droit à la moitié. Est-ce que le créancier pourrait considérer qu'il s'agit d'une manière d'organiser son insolvabilité? Bon, elle peut toujours essayer, mais en général, les procédures, notamment pénales, pour organisation frauduleuse de l'insolvabilité, ça ne se passe pas pour des choses comme ça, c'est pour des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus organisées. Après tout, ce régime matrimonial existe, hein, ce monsieur ne fait qu'appliquer la loi, et il me paraît quand même difficile, dans cette hypothèse, pour le créancier, de pouvoir le lui reprocher et de considérer qu'il s'agit d'une organisation frauduleuse de l'insolvabilité. Voilà, merci pour votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.